à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui une passionnée de porcelaine de Limoges. Céline Paul, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le musée national Adrien Dubouchet à Limoges. Vous le dirigez depuis 2012. Qu'est-ce que ça fait de travailler au milieu de ces vases, de ces porcelaines au quotidien? Écoutez, je crois que c'est vraiment une grande chance de travailler dans un lieu assez exceptionnel dont nous découvrons On découvre l'extérieur du musée. Voilà. Et on a la chance de vivre et de travailler environné de très belles choses. Il ne faut pas être maladroit pour diriger un musée dans lequel il y a plein de porcelaine. Non, il faut être concentré souvent et minutieux. Quelles sont vos porcelaines préférées dans ce musée? Alors, j'apprécie beaucoup la porcelaine contemporaine et l'on voit ici quelques exemples dus à des manufactures actives aujourd'hui dans la ville. Nous avons également la chance de conserver la plus belle collection de porcelaine de Limoges au monde, collection publique, avec des œuvres uniques dont certaines ont été présentées au cours d'expositions universelles. Une porcelaine et des pièces qui rencontrent leur public. Il y a beaucoup de visiteurs chaque année dans le musée. Oui, nous avons beaucoup de visiteurs. Il faut dire que la porcelaine de Limoges est connue dans le monde entier. Et d'ailleurs, souvent, quand on dit qu'on vient de Limoges, les gens pensent tout de suite à la porcelaine. C'est accolé porcelaine. Il n'y a pas besoin de décrire qu'est-ce qui fait la spécificité de Limoges. Ces jolies petites... Ça, c'est une de mes pièces préférées. C'est une petite coupelle ornée d'une libellule. Et vous voyez les émaux translucides qui donnent à la pièce tout son charme. C'est une porcelaine extrêmement fine qui mesure à peine une dizaine de centimètres. Vous avez le droit de jouer à la dinette, vous, dans le musée? Ah non, pas du tout. On ne touche pas aux pièces, même quand on est directrice? On les manipule parfois, notamment lorsqu'on les installe. Et là, voilà l'exemple d'une acquisition récente du musée. Un très beau vase qui a été présenté lors de l'exposition internationale des arts décoratifs de 1925 à Paris. Ouais. Et nous avons pu l'acquérir en vente publique il y a quelques mois. Et ça, c'est un des grands plaisirs de ce métier aussi, que de chercher des pièces avec une histoire et ensuite pour toujours enrichir la collection qui est déjà riche. Vous disiez la 16 000 objets. Voilà, plus de 16 000 céramiques, mais il reste encore des trouvailles comme ce vase. Vous aviez un lien avec Limoges avant d'y travailler? Alors non. J'ai découvert la ville de Limoges en venant y travailler. J'avais en revanche une véritable sensibilité pour la céramique et pour la porcelaine en particulier. Je pense que comme beaucoup de gens, j'appréciais la finesse de la porcelaine de Limoges avant de travailler dans la ville. Donc c'est bien tombé. Plein phare sur Adrien Dubouchet, c'est grâce à lui que le musée existe. Qui était ce bienfaiteur que nous découvrons en photo avec sa belle barbe et sa belle moustache? Alors, Adrien Dubouchet compte parmi les fondateurs du musée en 1845, mais c'est surtout, c'était à l'origine un homme d'affaires. Et il a un parcours très intéressant parce qu'il est né à Limoges en 1818 et il a épousé une jeune femme de la famille Biscuit. Et donc, il s'est fortement investi dans l'affaire familiale de sa belle famille, le cognac. Le cognac. Voilà, il a rendu l'entreprise encore plus florissante qu'elle n'était. Et dans les années 1860, il est devenu le directeur du musée, bénévole. Et c'était un homme, un véritable mécène. Et il a consacré une grande partie de sa fortune à l'enrichissement des collections du musée. D'où le nom, c'est pour ça qu'on lui a donné le nom. Voilà, alors c'est même très significatif parce que le musée était un musée généraliste. Et devant l'affluence de ses dons, la ville de Limoges a souhaité donner son nom au musée de son vivant. De son vivant. Ah oui. Et ça, c'était exceptionnel et ça nécessitait une dérogation accordée par le Conseil d'État en 1875. Voilà, donc le musée a porté le nom de son généreux bienfaiteur en 1875. Alors vous en êtes la directrice depuis 2012, pas depuis le 19e siècle. Comment faites-vous évoluer le musée depuis que vous le dirigez? Alors, nous essayons de mener une politique culturelle très ouverte.
l'un de nos axes, évidemment, de travail sont les expositions temporaires. Oui. Et alors, voici quelques photographies, notamment de nos dernières expositions. L'exposition Route bleue qui a eu lieu en 2014 et qui montrait l'importance de la couleur bleue dans l'histoire de la céramique, mais de façon plus large aussi dans l'histoire des arts. Parce que ce que nous essayons de montrer au musée, c'est que la céramique s'inscrit dans une histoire universelle et qu'il faut considérer son histoire dans un contexte beaucoup plus large. Donc là, voilà quelques porcelaines de Chine en face de tentures indiennes. Les porcelaines, oui, du monde entier sont représentées. Il n'y a pas que Limoges qui est vénéré dans ce musée, forcément. Non, et effectivement, c'est une histoire de la céramique, tout simplement parce que lorsqu'Adrien Dubouchet a organisé le musée, il lui a donné vraiment une ampleur nationale et même internationale. Son idée était que les gens de la ville, ce que l'on pourrait appeler les touristes, finalement, aient une vision globale de l'histoire de la céramique. Et donc, qu'ils puissent découvrir les porcelaines de Chine, les terres cuites de la Renaissance française et la création contemporaine de son époque. Là, c'est une exposition de céramique de Corée ? Voilà, nous nous attachons à faire voyager aussi les visiteurs et c'est une exposition qui était consacrée à la céramique coréenne et à la découverte en fait, de la céramique coréenne par les Occidentaux à la fin du 19e siècle. Qu'est-ce que vous préparez comme voyage céramique en 2018 ? Alors en 2018, nous avons envie de célébrer cette date importante pour nous parce que 2018 marque le bicentenaire de la naissance d'Adrien Dubouchet. Donc on a voulu lui rendre hommage, non pas sous la forme d'une exposition, mais en mettant en avant les collections permanentes, puisqu'il en est largement à l'origine. Et donc, nous sommes en train de créer une application de visite qui permettra aux visiteurs de découvrir le musée avec un parcours autour de 150 œuvres, 150 chefs-d'œuvre de nos collections. Avec des tablettes, voilà, ça, exactement, avec des tablettes pour rien casser. Voilà, pour ne rien casser, mais pour néanmoins avoir accès à certaines informations qu'on ne peut pas toujours voir. Par exemple, les marques et les estampilles qui sont sous les œuvres. D'accord, voilà. Oui. C'est une chose qu'on ne peut pas faire, non, même quand on est directrice. Voilà. Plein phare sur votre vocation. Elle vous vient de l'enfance, forcément, dans ces cas-là. Hein. Oui, on va vous découvrir. Enfant, oui, on vous reconnaît avec votre teint de porcelaine, voilà, juste à côté d'un petit vase. C'est une image que j'ai choisie parce que il est vrai que souvent, en tant qu'enfant, beaucoup de choses se forment dans l'enfance et je crois que mon goût pour l'art et pour les arts décoratifs en particulier, a été très présent. J'ai eu la chance de visiter beaucoup d'expositions, même très jeune, de participer aussi à des ateliers. Et il est vrai que c'est une de nos missions aussi au musée que d'éveiller la jeunesse à l'art. Votre formation, vous le disiez, est liée forcément à l'histoire de l'art. Hein. Vous avez étudié à Paris, à l'école du Louvre. Vous êtes diplômé de l'Institut national du patrimoine. Votre mission, finalement, c'est de conserver tout ce qui témoigne de l'histoire de l'humanité à travers ces objets ? D'un pan de cette histoire, absolument. Et ce qui est formidable avec la céramique, c'est qu'on arrive à parler de tout. Ouais. En fait, on arrive à parler du passé, mais aussi du présent et du futur. Quand on voit tout ce qui se passe à Limoges autour des céramiques techniques, on fait des sternums en céramique. Alors, ce n'est plus de la porcelaine à proprement parler, mais on utilise la céramique dans des moteurs d'avion, sur des revêtements. Donc, on parle de beaucoup de choses. On parle des arts de la table, mais pas exclusivement. Donc, on touche à de nombreux domaines et effectivement une part d'humanité. Vous êtes remonté même jusqu'à la préhistoire avant de diriger Limoges. Vous avez travaillé en Dordogne, aux Aisies, au Musée national de la préhistoire. La Nouvelle-Aquitaine, c'est vraiment l'endroit rêvé hein, quand on est passionné d'art ancien. Oui, j'ai eu cette chance de commencer ma carrière dans ce très beau site des Aisies de Taillac. Et j'ai commencé en 2002, donc au moment où le musée connaissait une profonde transformation. Et ça a été vraiment pour moi un coup de cœur. Je connaissais un petit peu ce qui est devenu la Nouvelle-Aquitaine pour être un lieu de vacances de temps en temps. Mais là, voilà, ça a été une découverte professionnelle très, très forte avec de très beaux souvenirs, de très belles rencontres avec des gens passionnés de préhistoire qui m'ont transmis leur connaissance avec beaucoup de générosité.
Plein phare sur 2 autres voyages qui vous ont changé. Le premier en Jordanie. Vous êtes quelque part sur cette photo, on en est sûr. Oui. Avant de devenir conservatrice, j'ai pendant quelques années accompagné des voyages au Proche-Orient. Il est vrai qu'au cours de mes études à l'université, j'avais étudié l'histoire de la Syrie. À Syrie, et non pas l'actuel pays. Et donc, voilà, j'ai eu la chance d'accompagner des voyages en Syrie et en Jordanie. Et là, c'est une vue du désert, du Wadi Rum. Donc, avec et vous avez fait des fouilles là-bas? Alors, non, je n'ai pas fouillé. Mais j'accompagnais des groupes pour découvrir des sites. Voilà. Un autre voyage plus proche de chez nous, en Angleterre. Ça, c'est en Angleterre, voilà, puisque nous sommes là dans la ville de Stoke-on-Trent. C'est l'équivalent Limoges. Voilà, en Angleterre. C'est le Limoges anglais. C'est le Limoges anglais, voilà, avec une industrie de la porcelaine qui s'est développée très fortement au cours du XVIIIe siècle. Et ce qui est très notable à Stoke-on-Trent, ce sont ces silhouettes de fours, vous voyez, qui ont comme des formes de bouteilles. De vase. Et au musée, nous avons la chance de développer des partenariats internationaux et de mener des projets européens. Et c'est dans ce cadre, en fait, que j'étais allée à Stoke-on-Trent avec une partie de l'équipe. Plein phare sur un objet que vous nous avez apporté, qui vous tient à cœur. Ah oui, ce sont des lettres en porcelaine. Céline Paul, normal. Voilà, ou céramique et porcelaine. Ce sont en fait, pour les visiteurs qui viennent au musée, ils sont très surpris de voir que nous avons utilisé la porcelaine pour la signalétique du musée, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et une équipe de graphistes a conçu ces modèles typographiques qui ensuite ont été coulés en porcelaine. Et vous avez là 2 couleurs très emblématiques, le blanc et le bleu très profond, qui est un bleu de cobalt qui donne beaucoup d'éclat à la porcelaine. Donc il y a de la porcelaine partout dans le musée, y compris sur les inscriptions. Oui. Je ne demanderai pas dans les toilettes comment ça se passe. Je ne le demanderai pas. Merci beaucoup, Céline Paul, d'être venue mettre la porcelaine de Limoges dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Merci beaucoup.